c'est ici. Donc moi j'ai débarqué ici, à cet endroit-là, sur la partie ouest d'Omaha. Et ensuite? Ensuite, quel a été votre trajet? Donc après, on est parti rejoindre, l'ADB a débarqué donc ici, à Saint-Martin-de-Varville. Le gros de l'ADB était ici. On est parti sur Sainte-Mère-Église. Monsieur Roger Lenerès, vous avez 91 ans, vous habitez actuellement à Épinal. En 1940, vous aviez donc 17 ans. Vous êtes apprenti dans un garage Renault qui va être occupé en partie par les Allemands. Qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là? C'est-à-dire que l'occupation des Allemands m'a profondément traumatisé, c'est certain. J'ai connu la débâcle de 40. J'ai vu des milliers de prisonniers français défiler devant chez mes parents, rue d'Alsace, à Épinal. Donc à l'époque, je travaillais donc comme apprenti au garage Renault à Épinal. Et d'avoir été envahi m'a provoqué chez moi une réaction, comme peut-être beaucoup de jeunes ont eu à l'époque. C'est de combattre pour retrouver et chasser l'envahisseur. Donc j'étais au garage Renault, je faisais de la préparation militaire. Les troupes françaises en débâcle ont abandonné évidemment une quantité d'armes sur le bord des routes ou dans les champs ou dans les forêts. Et sur une indication d'un copain, il me dit il y a des armes du côté de Darnieul, si tu veux, il faudra qu'on aille en récupérer. En concertation tous les deux, on se dit on va les cacher au garage Renault qui était occupé par les Allemands. Et ma foi, tous les jours, presque, on faisait un aller-retour dans cette forêt et on a ramené des armes qu'on a cachées pensant pouvoir s'en servir éventuellement. Et ces armes, malheureusement, ces armes n'ont pas servi. Pour la bonne raison, c'est que les 2 ou 3 copains qu'on était donc employés au garage, on est partis chacun dans une direction. Monsieur Toussaint, ça voilà, le nom me revient, a dû les déménager pendant l'occupation. Il les a cachés chez lui, rue d'Olima, à Chantraine. Et tous les jours, il amenait une arme chez lui parce que la sellerie devait être démolie. C'était une baraque en bois et un jour le directeur lui a dit « on va vous faire une baraque en dur ». Et évidemment, si on avait découvert les armes, je pense que le sort de M. Toussaint aurait été vite réglé. La meilleure cache, c'était chez les Allemands. Et les Allemands n'ont jamais soupçonné qu'il pouvait y avoir des armes cachées sous le plancher de cette fameuse sellerie du garage Renault. Donc, j'ai fait de la résistance, disons, spontanément, avec mes deux autres copains. Votre père, qui était, je crois, prisonnier de guerre et de retour à Épinal, et à ce moment-là, vous décidez de cacher des voisins juifs dans un petit cabanon que vous possédiez non loin d'Épinal. Non loin d'Épinal. C'est exact, mais les propriétaires de mes parents, c'était deux dames israélites, juives. Il y avait la grand-mère, la mère et une fille qui était handicapée. Et elles portaient d'ailleurs en 1942 l'étoile jaune sur leur costume, sur leur robe. Et on avait beau leur dire de quitter Épinal suite aux arrestations qu'il y avait, elles ne voulaient pas partir. Et puis on les a enfin convaincus qu'il fallait s'en aller. On les a cachés dans un cabanon que mes parents possédaient
près de l'étang de Bouzet, à l'abbaye exactement, où elles sont restées environ une quinzaine de jours cachées. On les ravitaillait bien sûr pour la nourriture, jusqu'au moment où on a trouvé le passeur pour la zone libre. Donc ces femmes ont eu la chance de passer en zone libre. Elles se sont réfugiées à Toulon. Et pendant toute la guerre, elles ont été à Toulon. Même année 42, vous craignez de partir pour le STO, le service du travail obligatoire. Là, un ami de votre père vous conseille une astuce, c'est vous engager dans l'armée de l'armistice qui vous permet de quitter la Lorraine qui était en zone interdite à ce moment-là. Oui, et effectivement, c'était pas le service encore le service de l'STO. Puisque le STO est venu, je crois, en début de l'année 43. Ça s'appelait la relève des prisonniers. C'est-à-dire que si des jeunes travailleurs partaient en Allemagne, on libérait des prisonniers. Lorsque j'ai reçu mon avis de départ, ma convocation pour me rendre en Allemagne, bon, j'ai dit à mon père, je n'irai pas travailler en Allemagne, il faut que je m'en aille d'Épinal pour rejoindre la zone libre. Et mon intention d'ailleurs c'était de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Bon, pour arriver à Londres, c'était pas évident. Alors, il fallait quitter donc la zone interdite, passer en zone occupée et ensuite passer en zone libre. Il y avait beaucoup de risques et mon père ayant été prisonnier mais libéré, m'a conseillé, avec un ami qui était le médecin colonel finance d'Épinal, il me dit, tu veux passer en zone libre, la meilleure solution pour sortir de la zone interdite, eh bien, tu t'engages dans l'armée d'armistice. Et quand tu seras en zone libre, bah, tu te débrouilles, tu verras bien là-bas comment faire pour arriver au but que tu avais fixé, mais enfin, c'était pas évident. Donc, j'ai été engagé au titre de ce régiment, du 17e groupe de transmission, à Lyon. Ensuite, on m'a transféré à Toulouse. Et à Toulouse, j'ai appris qu'il y avait un régiment de tirailleurs qui revenait du Moyen-Orient et qui était en formation, donc, dans la région d'Oran. J'ai signé évidemment tout de suite mon transfert au 16e régiment de tirailleurs tunisiens, qui se trouvait donc dans le sud oranais. Et je embarqué à Marseille. J'ai rejoint donc l'Afrique du Nord. J'ai eu la chance d'arriver en Afrique du Nord avant le débarquement américain, le 8 novembre 1942. Et mon bataillon, qui était donc à Saïda, ben, on a été évidemment tout de suite mis sur pied en état de guerre pour s'opposer au débarquement américain. Il n'était pas question de combattre les Américains, on n'a pas tiré un coup de fusil. Et on a été employé donc à des tâches subalternes comme garder des points stratégiques, des ponts, des carrefours, et voilà, on a accueilli, disons, à bras ouverts nos amis américains qui venaient nous. Nous n'avons pas eu vraiment de combat à l'époque. On était plutôt un régiment occupé en couverture sur l'axe nord-sud donc de cette fameuse frontière algéro-tunisienne. Bon, à la fin de la campagne de Tunisie en mai 1943, j'ai décidé au cours d'une permission de fin de campagne à Alger de prendre contact avec les mouvements gaullistes de l'époque à Alger. J'ai contacté le mouvement Combat qui m'a indiqué une filière pour donc rejoindre les forces françaises libres, mais au prix de pas mal de difficultés, il a fallu que je me débrouille tout seul. Les gardes mobiles gardaient toutes les permanences implantées par le mouvement et Combat. Et
c'est grâce à des légionnaires de la 13e demi-brigade de Légion étrangère qui avaient fait donc Bir Hakeim que nous avons rencontré, mon camarade et moi, à Constantine, qui nous ont pris en charge. Et ma foi, c'est à Sabrata, en Tripolitaine, que j'ai signé mon engagement dans les forces françaises libres du général Leclerc. Donc à ce moment-là, nous étions rattachés à la 8e armée britannique du général Montgomery. Et la colonne Leclerc s'est renforcée avec les éléments qui venaient de Syrie et d'Égypte pour former la 2e division française libre, puisque la 1re division française libre existait déjà, et qui par la suite deviendra la 2e division blindée, la 2e DB du général Leclerc. L'actuelle Libye, vous êtes envoyé au Maroc, et là se forme donc la fameuse 2e division blindée du général Leclerc. Exact. Vous restez combien de temps sur place avant de rejoindre l'Angleterre? Eh bien, c'est-à-dire que nous avons dû rester cantonnés au Maroc dans la forêt de Témara du mois de septembre 43 jusqu'au mois d'avril 44. Le transfert de notre division sur l'Angleterre a quand même duré du 24 avril jusqu'au 20 mai. Moi-même, j'ai embarqué, donc, je crois, le 20 mai 1944 à Mers el-Kébir, sur un paquebot transformé en transport de troupes. Et le voyage en Angleterre a duré 11 jours parce que nous avons presque été pas loin des côtes américaines, en passant par les Açores, pour rejoindre d'autres convois qui venaient des États-Unis. Et donc on est resté en Angleterre pour s'entraîner du mois de début mai jusqu'à fin juillet. Le débarquement a lieu le 6 juin, la 2e DB va patienter jusqu'au début août pour débarquer. Oui. Pendant cette période, j'imagine qu'il y avait une grande impatience. Ben, c'est-à-dire on s'est entraîné déjà, on avait pas mal d'entraînement sur le terrain. Et quand on a pris le débarquement du 6 juin, on pensait être engagé peut-être tout de suite, mais une division blindée, ça ne se déplace pas facilement. Et puis dans les plans américains, la division rattachée à la 3e armée américaine du général Patton n'a été engagée que le début août. Donc les premiers éléments de la 2e DB, après notre transfert sur la côte sud de l'Angleterre, dans un camp d'embarquement, eh bien, les premiers éléments ont débarqué donc le 1er août, le 2 et le 3. Le point de débarquement de la 2e DB, c'était à Utah Beach. Donc, pour ma part, j'ai débarqué, je peux le dire, sur la plage d'Omaha Beach, donc pas loin de la Pointe du Hoc. Et j'ai débarqué le 3 août 1944. On a rejoint le gros de la division dans la région de Sainte-Mère-Église. Et après, on a descendu lorsque Patton avait déclenché son offensive sur la percée d'Avranches. Ça a dû être entre le 3 août, date de notre débarquement, jusqu'au, je crois, 7 ou 8, 9 septembre, 9 août pour l'offensive donc de Patton. Vous êtes en Normandie, vous étiez dans une unité de reconnaissance. En quoi consiste exactement votre mission? La mission d'un régiment de reconnaissance, c'est d'éclairer la division. L'éclairage de la division, ça consiste en patrouille de pointe.
C'est-à-dire que les automitrailleuses et les chars légers dont on est doté, notre mission, ben, c'est de découvrir l'ennemi. Notre régiment a eu quand même, à la fin de la campagne, 50% de pertes. Avez-vous participé à la libération de Paris? Alors j'ai participé, bien effectivement, à la libération de Paris. Je n'ai pas participé du tout aux cérémonies et aux réceptions. On était toujours en opération. Donc le général de Gaulle descendant les Champs-Élysées, Notre-Dame, c'était pas pour nous. Par contre, à la gare du Nord, on a eu de sérieux accrochages avec les Allemands. Ensuite, on était sur le Bourget. Et on a quitté Paris le 9 septembre pour la direction de l'Est, quoi. Donc là, vous filez vers votre région d'adoption, la Lorraine. Est-ce que ce sera l'occasion de nouveaux combats, notamment à Baccarat? Alors, nous, on a combattu les spahis au passage de la Moselle à Châtel. On a même eu des combats à pied, parce qu'on a passé la Moselle le 15, mais il a fallu se replier, parce que Châtel n'a été libéré que le 19, effectivement. Ensuite, on a pris la direction de l'Est. On est arrivé à Glonville, un petit village devant Baccarat, où on est resté 3 semaines, parce que on était en position, mais il fallait s'arrêter. Sur les bords de la Meurthe, il ne fallait pas aller plus loin que la Meurthe, parce que le commandement américain, il fallait suivre. On a peut-être été trop vite, Leclerc allait toujours trop vite. On a subi pendant 3 semaines des bombardements incessants de la part des Allemands. D'après ce qu'on a su par la suite, il tombait environ près de 400 obus ou roquettes sur le village. Il y a eu des victimes civiles, des maisons incendiées, n'en parlons pas. On a eu des blessés. Moi-même, j'ai été blessé à Glonville, mais enfin, je n'ai pas été évacué, là. Et puis après, quand il y a eu l'offensive sur Baccarat, nos éléments, on a foncé sur Baccarat, par une manœuvre qui, paraît-il, est un modèle de tactique qui est encore enseigné aujourd'hui à l'école de guerre, puisque avec Leclerc, on passait par des endroits où les Allemands jugeaient impossible qu'une division blindée pouvait passer. Ça a été le cas pour franchir le col du Dabo sur l'Alsace. Et c'est là que vous allez recevoir une deuxième blessure beaucoup plus grave. J'ai été blessé à nouveau à l'entrée de Sélestat, où nous étions. C'était la poche de Colmar, mais non, on n'était pas rentré dans Sélestat, on était à l'entrée nord de la ville de Sélestat. Et c'est là que j'ai été blessé une deuxième fois. J'ai été avec un camarade, et puis 2 camarades. Et on a été évacué par une ambulance américaine sur Saint-Dié, où un hôpital de campagne était installé. On a été opéré à Saint-Dié. Ensuite, on nous a expédiés vers Dijon. Puis ensuite, de Dijon à Paris-Val-de-Grâce. Et après, un autre hôpital pour être soigné donc, de nos blessures. Dans notre malheur, on a eu la chance de passer l'hiver 44 à l'hôpital et à Paris. On est en train de fêter le 70e anniversaire de la Libération. Avec le recul, comment vous revoyez toute cette période? Avec le recul de 70 ans après, je vous dirais franchement que j'ai personnellement une certaine nostalgie de cette époque vécue. Bien sûr, on risque plus notre vie, mais je peux dire que j'ai eu la chance de vivre une période cruciale de notre histoire.
Et c'est dans l'armée, dans des situations difficiles, dures, une vie vraiment d'aventure, avec des hauts et des bas, de la fatigue, subir le froid, la chaleur en Libye, le froid en Alsace, la pluie, la neige. Mais ce qui prime avant tout, je vous dis, c'est la camaraderie que j'ai pu rencontrer dans cette époque de ma vie militaire. J'étais pas militaire dans l'âme, si on peut dire, parce que c'est difficile d'obéir, parfois. Mais je regrette pas de m'être engagé quand même. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de copains, j'ai des copains musulmans, des juifs. Dans l'armée, Leclerc a réussi à faire une union sacrée avec les combattants de la 2e DB. Le but c'était de délivrer notre pays. Pour nous, la notion de patrie et de patriotisme aujourd'hui, 70 ans après, a une certaine résonance. Et il ne faut pas oublier, il faut penser à ceux qui ont donné leur vie pour ce bout de terre de France qui est quand même nos racines. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis pas un nationaliste, mais un patriote convaincu. Pour moi, la France, ça signifie quelque chose. Le drapeau français, c'est un emblème qu'il faut respecter. Notre Marseillaise, ben évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quand elle a été créée, c'est un chant révolutionnaire. Les paroles aujourd'hui choquent certains. Il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas voir la Marseillaise comme en 1789. Mais enfin, quand j'entends certaines personnes qui comparent la Marseillaise à un karaoké, ces personnes devraient réfléchir qu'il y a des jeunes qui, à Épinal même, au monument des fusillés, quand ils étaient attachés à leur poteau, qui savaient qu'ils allaient mourir, eh bien, ils mouraient en chantant la Marseillaise. Ça, les gens ne devraient pas l'oublier et devraient respecter tous ceux qui sont morts pour qu'aujourd'hui, eh bien, nous puissions vivre libres. Et la paix, je crois que c'est l'objectif que nous devons avoir.